Voilà. Donc, c'est toujours un moment particulier d'échanger sur ces notions de conférence en ligne. On est plus habitué naturellement à échanger de face, mais les conditions actuelles, comme vous pouvez tous le savoir, nous obligent à nous adapter donc, par rapport à cette nouvelle donne. Donc, avant d'aller plus loin dans les échanges, je tenais à vous informer que ce moment se passera plus ou moins en plusieurs temps. On aura des temps d'échange sur des aspects théoriques, pas forcément rentrer dans les détails. L'idée, c'est de poser un petit peu les débats et permettre à chacun de se situer dans le contexte actuel de l'interculturalité en France, en Europe et dans le monde. Et puis, un second temps qui sera consacré tout simplement à la présentation du projet ELIS et de ses résultats. Donc, à ce titre, on aura également des moments d'échange sur des petites scénettes, de petits exercices autour de cet outil qu'on a en tout cas créé avec des collègues. Je vais d'abord laisser la parole à certains de mes collègues qui sont présents, dont François Gillet, que vous avez pu voir tout à l'heure, et Yazid aussi de Bruxelles, entre autres qui sont présents, qui vont se présenter et dont François aura un moment de partage avec vous sur certains points qui nous concernent tous les deux. Donc, les collègues, je vous laisse la parole un moment avant que je reprenne. Yacine, peux-tu y aller? C'était pas prévu, mais je peux. Tu es le bienvenu, on t'écoute. Ça, c'est bien, ça. Et je ne me suis pas rasé, les amis. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Non, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de m'accorder 2 minutes enfin 30 secondes de parole, Joseph. Je suis assez content d'être là et je ne pouvais pas manquer le rendez-vous parce que je trouve que c'est un projet qui a mis en œuvre beaucoup d'énergie de la part de plusieurs partenaires, comme tu l'as dit, d'Afrique et d'Europe et d'Amérique. Ça, je trouve ça génial, magnifique. Et l'enjeu pour moi d'être là et de participer à ce travail avec vous, c'est vraiment la question de l'interculturalité et de ce que les étudiants nous ont permis de découvrir et d'apprendre par les expériences qu'ils ont vécues et le sentiment qu'ils ont eu d'avoir été vraiment mis dans des conditions les plus favorables possibles pour réussir leur construction de compétences interculturelles. Ça me semblait vraiment important. Et j'ai vraiment le sentiment que le projet a permis à ces étudiants, en tout cas, de pouvoir avancer, cheminer sur des bases structurelles, je veux dire, sûres et sécurisantes, qui leur ont permis, au sens psychologie du terme, de développer des postures sécures sur des territoires qui peuvent être hostiles, en fait. Parce que quand on voit là où on ne connaît pas et on ne connaît pas les us et coutumes, eh bien, c'est un territoire qui peut être hostile, tout simplement parce qu'on ne connaît pas. On doit apprendre le territoire sur lequel on va s'épanouir et évoluer. Et donc là, je trouve que c'est un projet extraordinaire. Voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que je pense que vous allez tout dire ça dans la suite. Merci, merci Yazid. Voilà, alors moi je m'appelle donc François Gillet, comme vous voyez, je m'occupe de recherche à la Haute École de Bruxelles, là où nous travaillons, Yazid et moi d'ailleurs, c'est comme ça qu'on se connaît si bien. On travaille depuis longtemps dans un laboratoire de recherche qui s'appelle le CERISES. Donc on fait de la recherche sur les interventions socio-éducatives et il se fait qu'on s'occupait de stages internationaux depuis pas mal de temps aussi. Et voilà, pour vous donner un peu l'eau à la bouche, c'est ça qui nous a donné envie d'entrer dans ce projet avec l'ITSRA quand on a su que le projet se concoctait. Je vous parlerai un peu plus tard de l'historique du projet de manière plus détaillée, mais je peux vous dire que vous allez voir quelques outils intéressants qui ont été mis au point et qui sont maintenant, qui vont bientôt, en tout cas dès que le projet se termine, c'est une histoire de quelques semaines maintenant, vont tomber dans le patrimoine public. Donc vous pourrez vraiment vous en servir pour des stages internationaux, mais c'est une des découvertes qu'on a faites dans le projet, que ça peut vraiment servir pour le travail dans l'interculturalité à tout niveau, qu'on parle de stages internationaux, qu'on parle de travailler dans un milieu interculturel, qu'on parle d'être dans un endroit où pas mal de langues et de cultures se rencontrent. Directement, vous sentirez que ces outils peuvent vous interpeller. Voilà, très content de passer ce moment avec vous et bonne réception de tout ce qui va vous être dit maintenant.
Merci beaucoup, François. Merci beaucoup, Yazid, pour ce moment de partage un petit peu, mais vous reviendrez plus tard dans le moment d'échange et François sur une partie de l'historique un petit peu du projet. Donc, je m'appelle Joseph Diop, je suis coordonnateur de formation à l'ITSRA, l'Institut de travail social de la région Auvergne, et également je suis socio-anthropologue de formation. Donc, cet après-midi, on va plus ou moins échanger donc, sur cet aspect du projet. Il m'a semblé essentiel donc, de poser un petit peu le cadre dans lequel s'est inscrit le projet, mais s'inscrit davantage le projet. Des éléments d'actualité qu'on peut toujours voir dans nos pays respectifs, mais on a aussi des éléments qui sont de l'ordre de la transversalité, qu'on peut tous aussi percevoir, on peut tous les apprécier. J'en donne pour exemple la question, par exemple, des migrations et de l'accompagnement social des migrants, terme que j'ai mis entre guillemets parce que ça prête aussi à discussion. Là également, peut-être que le moment de débat nous permettra d'échanger sur des notions millefeuilles où aujourd'hui, je pense que l'essentiel des travailleurs sociaux ont du mal, en tout cas, à se retrouver dans ces termes, migrants, primo-arrivants, réfugiés, demandeurs d'asile, etc., descendants d'eux, issus d'eux, etc. On a aussi dernièrement de l'actualité perçu une certaine influence, en tout cas de migrants sur les côtes espagnoles, amenant à certains villages à se poser la question de est-ce qu'ils doivent rester, est-ce qu'ils doivent repartir, dans quel pays les amener, d'autant plus que les pays d'origine n'acceptent pas de les recevoir encore à nouveau, etc. Donc plein de questions qui aujourd'hui nous posent en tout cas l'obligation de réfléchir. L'obligation également de déconstruire peut-être un certain nombre de prérequis, de pré-notions autour de ces termes. Hier, je suis un fan de foot. Donc, j'ai pu constater l'arrêt du match entre le Paris Saint-Germain, donc, qui s'est tenu à Paris, et l'équipe turque d'Istanbul Başakşehir, arrêtée pour fait de racisme. Donc, aujourd'hui, l'UEFA et autres ont pris des mesures. C'est allé tellement vite. On est passé du sport à la politique, avec une intervention d'Erdogan, avec une intervention de pas mal de politiques, dont le ministre français, dénonçant en tout cas ce qui est appelé un fait de racisme, qui peut être aussi différemment interprété selon nos filtres et selon comment on perçoit lorsqu'on nous nomme noir, lorsqu'on nous nomme jaune, lorsqu'on nous nomme bleu, lorsqu'on nous nomme blanc, etc. Ces notions sont tellement, je dirais, appartenant de l'ordre du subjectif, qu'aujourd'hui, il est difficile pour les professions, il est difficile pour les politiques de s'entendre sur une application commune de règles qui pourrait amener à un petit peu cadrer les relations sociales et les rapports sociaux. Sachant que cette notion de racisme même a été largement travaillée par les anthropologues qui, de par l'approche théorique qu'ils en proposent, ne reconnaissent pas cette dimension qu'on appellerait aujourd'hui racisme parce qu'à la base, l'utilisation de ce terme-là n'était pas du tout décidée à une certaine catégorisation verticale inégalitaire entre les peuples. La conséquence de ces phénomènes, d'un côté, une migration de plus en plus chamboulée, clandestine, etc. De l'autre, des faits isolés de racisme ou en tout cas qu'on prêterait à une discrimination de par la catégorie sociale, du coup, amènerait à observer une certaine montée, en tout cas des extrémismes, du radicalisme, de repli identitaire, des tensions radicales entre des catégories, des groupes humains, en tout cas différents, de par leurs pratiques soit culturelles ou culturelles, etc. On a aussi de l'autre côté une réponse de l'ordre du politique, une réponse politique qui, comme c'est le cas actuellement en France et les réflexions portent sur une loi séparatisme qui viendrait un petit peu réguler la cohabitation entre les différents cultes et entre les différentes cultures
la loi contre les discriminations, il est question peut-être que il est question, par exemple, au niveau de la loi contre les discriminations, de mettre en place une plateforme qui amènerait à dénoncer de plus en plus les faits de discrimination et peut-être aider l'État à légiférer en ce sens. Ce contexte-là, aujourd'hui, c'est ce qui nous amène de plus en plus à poser une question qu'on peut mettre à discussion parce que de l'ordre de la théorie et des approches théoriques, les notions ne sont pas figées, leurs définitions ne sont pas totalement figées. Selon qu'on appartient à un paradigme déterminé, qu'on utilise certains filtres qu'on pourrait mettre en avant, les notions n'ont pas les mêmes contenus et puis n'ont pas aussi les mêmes formes. Mais je me suis proposé de poser un cadre aussi par rapport à certaines notions de culture qui nous amènent vers l'interculturalité, parce qu'avant de toucher l'interculturalité, il serait sans doute intéressant de se questionner à minima sur ces notions de culture Claude Canet nous propose une définition, somme toute, socio-anthropologique qui traite cette notion de culture comme un ensemble de systèmes de signification propres à un groupe. Joseph? Oui. Excuse-moi de t'interrompre, mais par rapport au chat, on a un petit souci, c'est-à-dire qu'on a des cubes noirs qui se promènent devant le PowerPoint. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Est-ce que de ton côté… Je vais couper le partage et le relancer. Sans doute, avec le réseau, ça peut être possible. D'accord. Des fois, on voit. D'autres fois, tu vois, là, on a des cubes en bas, un peu en haut. On lit le milieu. Des fois, c'est sur le côté. D'accord. Je vais repartager le document. Je pense que ça peut être possible. Non, mais c'est important parce que si tout le monde ne suit pas, ça n'a pas totalement de sens. Est-ce que là, actuellement, ça va mieux? Il y a un tout petit cube en haut à droite. C'est les messages en fait de l'écran. Ça, je pense, c'est les… Là, il n'y a plus de cube? Non, il n'y a plus de cube. Là, ça va. Parfait. Oui, bon maintenant. Super. Donc, comme je reprenais, donc, il m'a semblé important d'aller, avant de toucher des notions comme l'interculturalité, de passer par une définition, somme toute, pas consensuelle, mais au moins qui permet de situer dans quel cadre et selon quelle optique cette notion de culture nous réunit. Et j'ai trouvé cette définition de Claude Canet, d'ailleurs, dans l'ouvrage L'interculturel proposé en 1993, me paraissait une définition intéressante qui est une définition psycho-anthropologique. Il définit la culture comme un ensemble de systèmes de signification propres à un groupe. Significations prépondérantes qui apparaissent comme valeurs et donnent naissance à des règles et à des normes que le groupe conserve et s'efforce de transmettre et par lesquelles il se particularise, se différencie des groupes voisins. Si je replonge un petit peu sur le culturalisme dans les courants anthropologiques, et même juste après le courant fonctionnaliste, la culture a toujours été ce moment où une collectivité ou un groupe d'individus décide de former communauté et en même temps se différencie d'autres groupes en mettant en avant un certain nombre de traits, un certain nombre de valeurs, de normes, de coutumes, d'us qu'ils vont mettre sur la balance du commerce interhumain. Au moment que ce soit en Polynésie, par exemple, dans les travaux de Malinowski jusqu'à Claude Lévi-Strauss, les échanges interculturels ou les échanges, en tout cas avant même qu'on parle d'interculturel, les échanges entre cultures portaient des fois sur des objets totalement ancrés de leurs propres différences identitaires. C'est l'exemple, par exemple, des potlatches ou bien des koulas où des groupes humains partageaient certains talismans, partageaient certains secrets de leur cosmogonie avec d'autres sensibilités culturelles, d'autres groupes rivaux pour certains ou complémentaires pour d'autres. Donc, on a toujours ce paradoxe de la différenciation et de la collectivité tout en gardant cette nécessité de relation.
on est groupe, on s'unit, en même temps, on veut se différencier. Et même dans la différenciation, on a quand même envie que les autres nous reconnaissent dans notre particularité. Ce qui nous amène à se questionner aussi, parce que ça c'est peut-être un sens assez global de la notion de culture, qui, de par l'évolution de ce concept, on constate aussi que c'est un concept assez diversifié dans la façon de l'appréhender. Je dirais même que c'est un concept, comme l'appelait Serge Pogam, un buzzword, un concept buzz qui, en même temps, signifie tout et rien, signifie des parties et pas tout à la fois. C'est un sens qu'on va avoir peut-être des différenciations socioculturelles et sociographiques, parlant de culture d'entreprise, de culture musicale, de culture intellectuelle, culture ouvrière, culture régionale, culture pop, culture de rue, etc. Dans l'entreprise, on le sent avec un certain nombre de codes, culture vestimentaire, comment on s'habille, comment on se tient dans l'entreprise, qui permet de poser l'entreprise dans l'échiquier des relations inter-entreprises, qui va aussi différencier l'individu qui appartient à cette entreprise. Ça peut être des signes visibles, des badges, un logo, etc., qui fait partie du package des éléments intéressants à mettre sur la table. Tout ceci est une conception plus ou moins parcellaire de la culture dans sa globalité, des styles de vie, traditions spécifiques, une certaine prise de conscience de son identité et qui se passe comme étant des sous-systèmes. Là, on est pratiquement dans cette approche structuraliste et fonctionnaliste de la culture qui reconnaît une culture globale et en même temps des sous-systèmes où on a plusieurs sensibilités de l'ordre de la culture et qui viendraient se différencier de cette notion de nation qui serait encore à des conceptions beaucoup plus larges. Encore une fois, l'idée n'est pas de faire un cours théorique de la notion de culture ou même de ces dimensions en termes anthropologiques ou sociologiques, mais c'est de poser un petit peu le cadre par rapport à ces notions. Une fois qu'on accepte du coup la pluralité culturelle par le fait qu'on a plusieurs acceptions possibles de cette notion, mais aussi plusieurs groupes qui entrent en interaction et dont l'interaction est aussi basée sur ce besoin de relation, ce besoin de se différencier et ce besoin aussi de ressentir une certaine appartenance communautaire. C'est de là qu'on migre un petit peu vers quelque chose qui serait de l'ordre de se questionner sur la relation. C'est quoi cette relation culturelle? C'est quoi cette rencontre culturelle? Je m'appuie sur cet aspect fortement sur les travaux d'un de nos pairs, Altay Manso, qui n'est pas là aujourd'hui et qui nous avait gratifié d'un exposé exceptionnel lors de notre dernier webinaire, pour identifier 3 axes d'approche de cette rencontre et ce que ça peut générer en termes de nature de relation, de forme de relation, lorsque des groupes ou même des individus appartenant à des groupes spécifiques entrent en situation de réciprocité. Pour parler un petit peu comme mes collègues sociologues américains de l'école interactionniste. On a dans un premier temps un axe psycho-anthropologique qui part des rapports aux choses matérielles et idéales. C'est toutes nos représentations, toutes les représentations, les stéréotypes, les idées reçues qu'on porte pour ranger, pour catégoriser la personne qu'on a en face de soi dans une case. C'est tout le travail sociologique de Schutz sur la typification, c'est-à-dire cette propension de l'individu à typifier l'inconnu par des filtres qui sont visuels, mais aussi par des filtres représentationnels qui peuvent partir de l'héritage culturel, historique, etc. On a aussi un axe sociologique qui va traiter du rapport de force entre les cultures, qui est à l'œuvre du processus de stigmatisation et du processus d'étiquetage, comme l'ont pu le théoriser la sociologie américaine interactionniste. L'étiquetage, c'est ce processus qui vise à poser une étiquette sur un individu en le catégorisant, en le désignant
comme fou, comme délinquant, comme hors société, comme retardé, comme arriéré, etc. Et enfin, on a un axe que je qualifierais plus d'éthique et qui va se rapprocher de la pratique de l'individu sur la dimension de l'agir et de la communication. Comment, en tant qu'individu, face à une situation problématique qui touche à mon univers représentationnel, qui pourrait me pousser à stigmatiser de par le processus historique que j'ai en rapport avec cette population ou avec ce groupe ou avec cet individu, je vais opter un comportement, somme toute, adéquat face à la situation. Je vais adopter un comportement me poussant à rentrer en communication ou pas, à agir d'une certaine façon ou pas, selon un axe totalement individuel. On se rend compte finalement que la rencontre culturelle n'est pas facile. Ce n'est pas une chose aisée, dans la mesure où cette rencontre peut faire naître des situations émergentes. Lorsque tout se passe bien, on peut le voir, un brassage culturel très intéressant avec des actions collectives portées, mais quelquefois ça nous ramène à des tensions et des relations inégalitaires. La vidéo que je partage avec vous sur le prochain slide nous permet de nous plonger un petit peu sur l'univers représentationnel. Comment facilement on peut rentrer, comme on le dit, dans une personne, on peut le faire rentrer dans des cases, on peut le faire rentrer dans une catégorie historiquement située, historiquement héritée, et souvent s'arrêter à ce premier regard qu'on pose sur la personne. Yo, Rude. Yo, what's up, man? How you doing? What's up? How are you? Good, man. Good. What's going on? Man, I just met this girl. Yeah, nice. I really like her. She's funny. Personality is amazing. Lovely. Like, easy on the eyes. I think I'm gonna take her out to this restaurant. You know I like sushi, so I'm gonna take her to sushi. I'm telling you, I'm really gonna smash that bitch. I'm gonna spread them wide and keep smashing it with like this, just like this. Not just like her, I think I really love her. And I think I really want to take it to the next step. I'm gonna rob some white people. Oh, you think I got this gun and it's fake? I ain't gonna rob nobody? This shit real. This shit real. Auditions. Actually just got a call back for a Geico commercial I did. Yeah, I'll call you in a little bit. No, she left that at his house for like a whole week. I know. You gonna be ready for his wedding or what? See what Andy's doing. Yeah, we should. Stop by Andy. Money, I do not have the money. You want food jewelry stores on Fairfax? I do not have. Yo. How you doing? Hello, my friend. My name is Anwar. I will be your Uber driver. If you want some water, there's water in the back. There's also gum. What do you like? I have the Ox code. Would you like 7? Whoa. My bad, bro. You okay? What's up, man? Every time I put these glasses on, like something magical happens. I'm telling you, when I put these on... Rudy, listen to what you're saying. Magic glasses. There's no such thing as magic I'm glasses. not messing around here. When I put these on, something crazy calm down. happens. Calm down. Listen, there's no such thing as magic glasses, okay? You're getting yourself hyped up. I'm white. I was thinking about buying the third yappy. Are you feeling okay? Did you drink enough water? Hello? That was just $1 million. Yep, it worked. Put them on. Put them on. You don't believe me. Hello, Papi. I cleaned your whole house for $5 right now. I cleaned the whole thing. Okay, wow, those are very real. What do I do with these, man? Get rid of those. They're dangerous. That's bad news. What do I even put Just What is she doing? No, don't put them on. Don't put them on. Don't talk to me like that, white boy. Do not talk to me like it's that. 10 for the guard, and that's all you Son of a get. bitch. Alors, dans cette vidéo, on voit que à travers le prisme qu'on utilise pour observer la personne qui est en face de nous, selon ce qu'on sait de son groupe d'origine, groupe d'appartenance, nous sommes capables de le faire entrer dans une case déterminée. On a vu plusieurs sensibilités d'origine culturelle où, grâce à ce filtre, grâce à ce prisme, grâce à ces lunettes, on voit la personne différemment et
on peut être tenté justement, l'effet pervers, c'est de rester sur cette identité qu'on lui collerait et qui s'arrêterait là et qui, pour nous, ne pourrait pas évoluer avec le temps dans la rencontre qui pourrait susciter de nos échanges. Donc, ces vidéos sont assez intéressantes. Dommage, bon, c'est en anglais, on aurait pu peut-être trouver des sous-titrages, mais il en fait aussi d'autres sur YouTube que vous pourrez voir sur différentes situations, etc., sur ces notions-là. Là, on voit ce qui nous paraît étrange chez l'autre, que j'appellerais la figure de l'étranger. Ne sommes-nous pas tous étrangers ou étrangères quelque part, étrangers à nous-mêmes, lorsque quelquefois, face de nous-mêmes, lorsqu'on mène une introspection, on peut buter sur des éléments contradictoires, paradoxaux de notre propre être. Entre un moi qui nous dicte une certaine conduite et un soi plus ouvert sur la société, qui nous recadre, qui nous amène vers un autre comportement. Ces propos de Julia Kristeva, étranger à nous-mêmes, me paraissent illustratifs de cette situation observée. L'étranger nous habite. Il est la face cachée de notre identité. C'est très intéressant. De le reconnaître en nous, nous nous épargnons de le détester en lui-même. Symptôme qui rend précisément le nous problématique. Lorsqu'on se met à détester l'autre, le nous ne prend plus sens et devient impossible à mettre en place. Mais dès lors qu'on reconnaît que l'étranger commence lorsque surgit la conscience de notre différence et s'achève lorsque nous nous reconnaissons tous étrangers, là, on tient quelque chose qui nous ramènerait vers une relation non seulement équilibrée, constructive, mais une relation qui s'apparenterait déjà à ce qu'on pourrait appeler déjà de l'interculturalité. Mais pourtant, vous me direz, mais ce qui est étrange, naturellement, qu'on s'émerveille devant quelque chose qui nous paraît étrange. Ça suscite la curiosité. L'étranger, en tant que tel porteur d'étrangeté, devrait normalement susciter une curiosité bienveillante, qui serait de l'ordre de vouloir en savoir plus. Or, encore une fois, on a des situations observées qui nous amènent plus en plus vers de la réserve, de la méfiance et surtout de manque d'action collective autour d'un commun qui pourrait être une action politique, qui pourrait être des projets, entre autres. L'exercice que je vous propose de faire sur à travers ce lien que je vais vous partager sur le chat. Donc, je vais essayer de trouver le chat pour y aller. Donc, je viens de poster ce lien. L'idée, c'est de générer un nuage de mots, tous ensemble, à partir de votre conception de l'interculturalité. Donc, vous allez voir en cliquant sur le lien ou bien en le copiant et vous allez sur votre navigateur. Je vous invite à rester sur cette page une fois que vous aurez accès, à tout simplement apporter votre réponse. Vous n'aurez qu'un mot pour dire votre conception de l'interculturalité. Et sur le slide suivant, nous allons voir apparaître les premières réponses. Normalement, le temps que vous chargiez, vous alliez commencer à répondre. Nous allons très bientôt commencer à voir les premières conceptions de notions d'interculturalité. Avec spontanéité, donnez votre point de vue sur cette notion-là. Partage. Waouh. Ah bah, ça commence ouverture, personnalité. Alors, je vois la multitude des interactions, rencontres au centre, mélange, ouverture. La richesse des interactions, multitude, rencontre au centre. Je pense qu'on peut en recevoir encore quelques-uns. Mélange, intersubjectivité, humilité,
Encore. 2, 3, 4 mots. Alors, quoi de nouveau? Altérité, remise en question, diversité. Pourquoi le mot rencontre, il est resté au centre? J'ai l'impression que le truc, l'exercice est truqué, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, je vous rassure. Personnalité. Altérité revenue 2 fois. Rencontre, échange. Waouh. OK. Ça veut dire que c'est le mot c'est ceux qui reçoivent le plus de réponses. Alors, du coup, rencontre, richesse, échange. Parfait. On va rester un moment sur ces notions que vous-même vous avez portées. Rencontre, richesse, échange. 3 notions intéressantes. Je dirais, dans une rencontre, on procède à des échanges et ces échanges pourraient être riches pour chacun des participants ou des parties prenantes de la rencontre. De façon très rapide de définir à partir de vos mots ce qui pourrait nous ramener à l'interculturalité. L'altérité, l'autre, l'humilité, le partage, de quoi? Don de soi, partage de soi, dépassement, interaction, diversité acceptée, ouverture, intersubjectivité. Ah, c'est un mot, concept assez chargé, très intéressant à questionner. J'espère que la personne qui l'a posé au mois des débats reviendra dessus parce que ça m'intéresse beaucoup de pouvoir en débattre. Toutes ces notions, selon vous, constituent l'interculturalité. On viendra plus tard dessus à la suite donc, de cet exposé. On verra si je suis totalement passé à côté de mon exercice. C'est un risque que j'ai pris en vous faisant participer de cette façon, de recueillir un petit peu à chaud comment vous percevez l'interculturalité. Et je pense qu'on est assez proche de la façon dont on lit ce concept, cette réalité, cette notion, parce que l'interculturalité est de l'ordre de l'interaction. C'est un ensemble de processus psychiques, relationnels, groupaux, institutionnels, parce qu'on ne veut pas aussi laisser de côté la question de la culture en tant que donnée spécifique, culture d'entreprise, culture de groupe, etc. Générée par les interactions de culture dans un rapport d'échange réciproque et dans une perspective de sauvegarde d'une relative identité culturelle des partenaires en relation. Je donne, mais je garde quand même une certaine différence. Je m'ouvre aux autres, mais je m'identifie par rapport à mon groupe d'origine, à mon groupe d'appartenance. L'interculturalité est aussi une dynamique, une démarche politique volontariste d'intégration et d'acceptation de la différence. Des notions qu'on retrouve aussi de l'autre côté, avec les mots que vous avez proposés. L'enjeu de l'interculturalité, en ce sens, est de transformer et de dépasser des contextes de multiculturalité, de diversité culturelle, on parle aussi de pluriculturalité, qui, à mon sens, c'est un ramassis de réalités culturelles juxtaposées dans un espace où il devrait y avoir de la réciprocité. C'est toute la question qu'on se pose du vivre ensemble aujourd'hui, lorsqu'on est dans un quartier prioritaire et qu'on espère faire de la mixité sociale en superposant ou en juxtaposant, en mettant de côté différentes sensibilités culturelles, une diversité d'origine, personnes âgées, personnes jeunes, d'origine étrangère avec des autochtones, etc., des populations natives. Et on espère que par magie, une relation de réciprocité va se créer. L'interculturalité va au-delà de poser tout simplement
ces cultures, ces différences côte à côte. Elle va créer un espace de dialogue, un espace d'échange, de partage, de connexion entre différentes sensibilités culturelles, tout en ne niant pas la spécificité de chaque groupe et de chaque personne. Ceci est au cœur de la démarche interculturelle qui nous a servi de point d'entrée, qui nous a servi de prétexte, qui nous a servi aussi de point d'inspiration pour développer davantage le projet, l'intégrer dans sa dimension applicative. L'approche par la rencontre culturelle de l'interculturalité, vous voyez dans cette image, on a d'un côté les migrants, de l'autre les natifs. Ce moment de contact devrait, c'est vraiment un idéal type, nous ramener vers des échanges, du commerce interhumain. Échanges qui ramèneraient, vous voyez la couleur change au fur et à mesure, on arriverait à une mutuelle adaptation, une adaptation mutuelle entre les migrants et les natifs, en partant d'un pays X qui recevrait un certain nombre d'étrangers ou de migrants sur son territoire. Ça, c'est un idéal type. Est-ce qu'il se vérifie sur le terrain? On en débattra plus tard. Ce processus dynamique, lorsqu'il est inscrit dans la mémoire collective d'une société, est un processus qui crée ce qu'on peut appeler des espaces interstitiels d'action, de dialogue, de rencontres entre plusieurs cultures. Mais dans le cadre du projet, on a essayé de resserrer, parce que comme c'était une recherche-action, une première expérimentale, on ne pouvait pas toucher à toutes les formes de diversité et de différence. On a resserré pour nous concentrer autour de la rencontre entre la diversité des travailleurs sociaux et la diversité des populations en situation de précarité de tout ordre, issues de l'immigration, en allant former des étudiants en travail social par le biais du stage pour davantage les doter de ce qu'on peut appeler des compétences interculturelles. Parce que nous avons osé poser l'hypothèse de l'interculturalité comme ensemble de compétences. Oui, l'interculturalité peut être considérée comme un ensemble de compétences qu'on peut mettre au travail pour former les professionnels et en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, les professionnels des différentes branches du travail social. On observe une dimension collective, si je m'en réfère à Altaï Manso sur son article « Compétences interculturelles, une grille de lecture et d'action pour la formation continue des intervenants socioculturels ». Pour lui, les compétences interculturelles, à un niveau collectif, c'est toutes ces forces centrifuges de soi vers la diversité des cultures par une action ou une politique inclusive. C'est lorsque je donne aux autres et je permets une action qui va favoriser de l'échange, qui va favoriser de la communication, qui va favoriser le croisement des points de vue, l'empathie, l'écoute, la possibilité de varier ou d'alterner dans un groupe culturellement hétérogène. Cette dimension collective, elle est à travailler avec la dimension individuelle, qui représenterait ces forces centripètes. J'absorbe de façon syncrétique une diversité de sensibilités culturelles présentes dans mon contexte social. Je suis étudiant, je pars en stage en Afrique, qu'importe, ou aux États-Unis, ou même en Belgique, tout simplement, pas loin. Mon ouverture, et ça fait partie des mots que vous avez posés tout à l'heure, me permettra d'emmagasiner le maximum possible
de ce qui peut être différence par rapport à l'autre et ce que je peux mettre au travail avec l'autre pour dépasser nos différences et entrer dans un espace de dialogue et de co-construction. Ce sont ces deux dimensions aujourd'hui qui gouvernent la notion d'interculturalité comme compétence, une partie où je donne, je dois donner quelque chose, et une partie où j'accepte de recevoir. Donner, recevoir. Certains pensent déjà à notre cher anthropologue et ethnologue français Marcel Mauss, où le don, le contre-don font partie intégrante de la relation sociale, de l'interaction entre les peuples et entre les cultures. J'en finis avec ce prisme de cette hypothèse, avec aussi le travail de Cohen-Emmerich sur les compétences interculturelles, pour qui on peut retrouver trois impératifs majeurs. C'est la capacité à se décentrer par rapport à sa culture d'origine, accepter de voir sa culture d'origine de l'extérieur, démarche réflexive, de se voir en tant qu'autre. Ensuite, la capacité à acquérir des savoirs et des outils, l'apprentissage, accepter d'apprendre des autres pour éviter les impairs dans l'implicite de la rencontre, pour éviter des maladresses. Et enfin, la capacité à négocier. La négociation est le socle des relations interhumaines, mais en plus de relations interhumaines chargées culturellement sur un filtre de valeurs, de normes qui appartiennent spécifiquement à des groupes distincts. Ces trois impératifs s'articulent de façon cohérente, de façon dialogique à amener l'individu vers une posture d'interculturalité lui permettant d'appliquer. C'est de là que l'idée du projet ELIS s'est confrontée à éprouver cette hypothèse, d'essayer de la vérifier, de voir s'il y avait quelque chose à y faire de l'ordre de la formation, créer une formation à l'interculturalité pour le travail social, parce qu'on constate de façon pratiquement globale les limites dans l'accompagnement des situations où des notions de culture se posent, où des situations de diversité culturelle se constatent. Et à notre sens, on a posé le postulat suivant: acquérir des compétences interculturelles, c'est se doter de grilles de lecture, de schèmes de pensée, de grilles et de cadres d'action, pensée et action, permettant de créer des espaces de communication entre plusieurs cultures. Le professionnel qui sera formé doit être autonome dans sa posture réflexive, mais également autonome dans sa capacité à générer de l'action pour rendre possible des espaces de communication où différentes sensibilités culturelles pourront se mouvoir en tout respect mutuel. C'est tout l'enjeu du travail qu'on a mené. Je me permets d'arrêter sur ce point le partage parce que je vais activer le second exercice que vous avez vu sur l'écran. Donc, vous pouvez toujours repartir sur le lien que j'ai partagé tout à l'heure pour répondre à ce questionnaire sur ce qu'on peut appeler un dilemme éthique.
Nous verrons les résultats à la fin de la présentation pour ne pas, pour éviter que ce que François va dire juste après, ce que nous présenterons sur les outils qu'on a utilisés, la méthodologie qu'on a mise en place, viennent un petit peu influencer vos réponses. Donc, vous avez 2 exercices sur le dilemme. Un dilemme éthique normal et un dilemme éthique qu'on pourrait appeler interculturel. Vos réponses, on les analysera après. Donc, vous pourrez, au fur et à mesure de la présentation de François, à qui je laisse la parole, continuer à générer, sachant que vous aurez comme une seule réponse aux questions posées. C'est des questions à choix multiples. Et puis, on verra apparaître l'ensemble des réponses à la fin. Je repartage l'écran et j'en profite pour laisser la parole à François. Merci beaucoup, François. La parole est à toi. Je fais un tout petit intermède, excusez-moi, c'est Martine, simplement parce que je suis sur le lien que tu nous as donné tout à l'heure. J'ai vu apparaître les questions et à présent, je ne vois plus rien. J'ai un message « Waiting for Joseph Diop 113 presentation to begin ». D'accord. Rafraîchissez vos pages. Ah, voilà. C'est bon. Cool. C'est bon. À toi, François. Voilà, je vais essayer de vous dire quelques mots sur le dilemme éthique, pourquoi nous avons jugé bon d'en faire une activité pour accompagner des étudiants en stage international. Cela nous est venu en fait de la question qu'on avait souvent des étudiants en disant « je suis dans des situations où je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment parler, je ne sais pas, parfois je ne comprends même pas ce qui m'arrive ». Et ça pouvait être dû au fait que le contexte culturel était tellement différent que l'étudiant était incapable de décoder la situation en termes, ça se relie assez bien à ce que Joseph vient de dire, en termes de rencontres culturelles, rencontres interculturelles, il y avait quelque chose qui ne se décodait pas. Ça pouvait être simplement parfois dans de la communication non verbale, par exemple, dans des gestes que faisaient les personnes, dans certaines postures qu'ils prenaient, certains regards qu'ils leur envoyaient, et probablement, bien évidemment, de postures qu'eux prenaient en réponse ou en écho avec ça. Il y avait quelque chose qui les empêchait d'être dans une interaction, et a fortiori dans une interaction professionnelle. Et donc, l'idée qui nous est venue, c'est de leur proposer de raconter cette situation, mais de manière brève, de ne pas détailler l'histoire en 5 ou 6 pages, comme on fait quand on fait une étude de cas ou une analyse de situation plus élaborée, etc., mais vraiment de venir avec, en 10 lignes, quel est l'essentiel de ce qui s'est passé. Et c'était ça la consigne qu'on envoyait en étudiant, essayer de raconter en 10 minutes l'essentiel de ce qui t'est arrivé de manière à ce qu'on puisse comprendre le problème que ça t'a posé à toi. Donc là, on est plus dans l'intersubjectivité, d'essayer de dire comment toi tu as senti un problème, en essayant de raconter ce que tu as vu et ce que toi tu as vécu. Et ensuite, cette histoire que tu as écrite, et si on insistait beaucoup, arrête donc après ces 10 lignes. Tout va bien? Vous m'entendez bien? Oui? Oui. OK. Après ces 10 lignes, arrête-toi d'écrire. Et alors, essaye d'avoir, par rapport à cette histoire, une première analyse en termes de dilemme éthique. C'est-à-dire, essaye de voir, en relisant ton histoire, et à la limite, tu peux faire ça un jour plus tard, 2 jours plus tard, même après avoir écrit l'histoire, essayer de voir quelles sont les valeurs qui, dans cette histoire, sont en jeu pour toi. Vous allez avoir les histoires simples que Joseph va vous proposer d'analyser en tant que dilemme. Mais par exemple, on peut imaginer une histoire aussi simple que un étudiant se trouve dans un pays, un étudiant belge, par exemple, se trouve en Allemagne et il se fait qu'en Allemagne, il travaille dans une institution, on accueille des jeunes qui sont dans la situation de ce que vous appelez ASE en France, aide à la jeunesse, aide sociale à l'enfance. Voilà, donc c'est une institution qui héberge des enfants et des jeunes adolescents qui sont dans la situation d'être placés par l'ASE, pour faire simple. Et voilà que l'étudiant
se trouve dans la situation où il est amené à devoir, aux alentours de Noël, c'est une histoire qui se passe donc dans une période qu'on peut sentir maintenant, on lui dit écoute, le soir de Noël, on va te proposer d'accompagner un gamin qui ne peut pas rentrer chez lui à l'institution. Parce que d'habitude, les gamins, ils rentrent à l'institution le soir de Noël, c'est quelque chose d'assez courant. Mais ce soir-là, il y a un gamin qui ne peut pas rentrer parce qu'il y a vraiment trop de problèmes dans sa famille. On est dans une situation où on ne peut pas Et on va te proposer, toi, d'essayer de passer Noël avec lui de la meilleure manière possible imaginable. Paf. Et l'étudiant se trouve devant cette proposition. Il se dit, mais jamais dans mon pays, on aurait confié cette mission à un stagiaire. Là qu'on me demande à moi de faire ça, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est la question qui se pose, qu'est-ce que je dois faire? Il est mal barré avec cette situation où il devient tout à coup l'éducateur de dépannage pour s'occuper de cet enfant à Noël. Donc le dilemme éthique est là face à lui. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte premièrement ou pas? Donc ça, on avait régulièrement des étudiants qui nous écrivaient en disant voilà ce qu'on me demande, est-ce que je peux accepter ou pas? Et puis si j'accepte, qu'est-ce que je peux faire, quoi? Est-ce que je vais rester à l'institution avec ce gamin? Est-ce que je vais aller dans ma famille d'accueil là avec lui? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que c'est déontologique de faire ça? Bref, voilà ce qu'est un dilemme éthique. Et donc, on a proposé donc, dans le projet aux étudiants de pouvoir effectivement amener des dilemmes éthiques qu'eux allaient vivre dans le cadre de leur stage, d'en commencer à faire une analyse et de leur proposer alors, par la suite, de discuter de ces dilemmes avec d'autres étudiants ou avec des formateurs du pays où ils sont en stage, voire des formateurs du pays d'origine. Donc, c'est ça le principe du dilemme éthique, c'est que on raconte une histoire, on essaie d'identifier certaines valeurs qui sont en cause. Dans le cas de l'histoire que je vais raconter, ça peut être la distance professionnelle, par exemple. Est-ce que je peux aller dans ma famille d'accueil avec ce gamin alors que je suis censé travailler comme un professionnel vis-à-vis de lui? Est-ce que je peux mélanger le professionnel et le personnel? Voilà, des exemples de valeurs qui peuvent être mises à l'épreuve dans ce genre de dilemme. Et la troisième étape de l'exercice, c'est effectivement de pouvoir en discuter avec d'autres, de pouvoir dire avec d'autres étudiants qui sont en stage dans son pays, peut-être dans d'autres pays, d'en discuter via le chat, via le forum, d'en discuter dans le cadre des séminaires qu'ils pouvaient avoir dans le pays où ils étaient en stage. Qu'est-ce que ça vous dit, cette situation? Parce qu'on a remarqué qu'un dilemme éthique, on est parfois un peu enfermé dans son propre dilemme, et le fait de s'ouvrir à d'autres et d'en discuter, de dire qu'est-ce que vous auriez fait à ma place, pourquoi, qu'est-ce que vous voyez comme valeur dans cette histoire-là, être un peu l'étudiant alors à pas trouver la solution qui permet de résoudre pour toujours ce genre de dilemme, parce que c'est un dilemme, par définition, un dilemme veut dire que des valeurs sont en concurrence et donc qu'elles s'entrechoquent et qu'elles sont en tension. Mais au moins de faire avancer sa pensée et de lui permettre d'aller un peu plus loin sur le cheminement, sur son cheminement par rapport au dilemme éthique. Voilà en quelques mots ce qu'est un dilemme éthique, pourquoi on a choisi de mettre ce dilemme éthique comme exercice. Parce que bien sûr, dans le cadre des stages internationaux, ça devenait très souvent lors des dilemmes éthiques interculturels, dans la mesure où les étudiants avaient des dilemmes parce qu'ils ne comprenaient pas mais comment on fait pour travailler dans ce pays-là, pour proposer quelque chose de pareil à un étudiant stagiaire. Comment est-ce possible qu'on lui propose ça? Ou bien comment est-ce possible, un autre exemple qu'on a souvent eu à des réunions d'équipe, de voir qu'il y a une personne qui parle, la personne en autorité, et tous les autres se contentent d'écouter ce que la personne dit en hochant de la tête, oui, ou en répondant vraiment à une question que si on l'y invitait de manière tout à fait explicite, quoi. En disant, mais chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe une réunion d'équipe. Une réunion d'équipe, c'est une interaction entre travailleurs. C'est pas répondre à l'interrogatoire de quelqu'un. Donc, il y a quelque chose qui était tellement différent de leur manière de voir leur travail d'équipe que ça les amenait à se poser des questions. Voilà, en résumé, ce que je voulais vous dire par rapport au dilemme éthique, pour que vous compreniez un peu dans quel genre d'exercice on vous embarque aujourd'hui. C'est bon comme ça, Joseph? Merci beaucoup, François. Merci. Donc, vous verrez vos réponses pour ceux qui ont répondu aux deux questions. On en débattra, ça nous servira déjà de base d'entrée pour les échanges.
Le projet en lui-même, il est né en 2017, donc je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais on a eu 3 ans, donc projet financé par l'agence Erasmus, donc qui a démarré en 2017. Donc 2017-2018, ça a été une année de diagnostic, de création d'outils et du référentiel de formation. Donc je viendrai les détailler tout à l'heure. 2018-2019, c'était une phase de mise en œuvre avec des tests, des outils et réajustements possibles en fonction des retours qu'on avait des différents partenaires qui les avaient testés et des retours également des étudiants qui les avaient utilisés dans le Moodle qu'on avait créé pour la formation à distance. 2019-2020, c'était une phase et c'est une phase de consolidation des outils qu'on a fait, référentiels et modules de formation, et dissémination et formation, entre autres. La dissémination, donc on est encore là-dedans. La formation, beaucoup de partenaires l'ont réalisé. Ça se poursuivra également après la fin du projet, donc qui prendra fin au 31 décembre 2020. Et puis, on aura le bilan à déposer auprès de l'agence Erasmus au plus tard, fin janvier ou mi-février 2021. Mais on travaille à ce que ce projet ne s'arrête pas là. En tout cas, c'est l'objectif en tout cas de tous les partenaires donc qui ont travaillé ensemble sur ce projet. Partenaires, donc je vous le disais en introduction, on a eu des partenaires pratiquement de tous les continents. L'Europe avec Avance en Hollande, Paula Frassinetti en Portugal, H2B, donc l'école de François Yazid et ses collègues, l'ITSRA, et puis aussi on a eu l'école d'Italie IPU, mais bon, qui nous ont quittés pour des raisons d'organisation personnelle. On a le Québec avec les 2 cégep Marie-Victorin et le cégep de la Naudière. On a eu aussi une école au Vietnam, donc, et puis l'ISTS Côte d'Ivoire, non, Madagascar, l'INFS Côte d'Ivoire et l'ENTSS donc au Sénégal. Donc, on a rassemblé ce petit consortium-là de partenaires parce que comme on s'est appuyé beaucoup sur le stage à l'international, ces partenaires-là ont permis d'expérimenter les outils lorsque les étudiants participant au projet partaient en stage dans une structure de ces pays avec un partenariat, l'école, qui était le partenaire institutionnel dans le travail sur les outils et puis les rapports à faire, les comptes rendus, etc. Donc, ce projet de 3 ans avec une année quand même 2020 assez complexe, liée à la situation du Covid qui a fait que la conférence prévue, par exemple pour nous à Clermont, n'a pas pu avoir lieu. La conférence de clôture qui était prévue à Bruxelles également n'a pas pu avoir lieu, en tout cas en présentiel. Donc, ça s'est transformé en conférence en ligne, donc qui a aussi reçu du monde. Même si la donne change par rapport à l'organisation, on a quand même tenu à respecter un petit peu le cahier des charges. Les résultats de ce projet de 3 ans avec partenariat assez dense, des allers-retours. Donc, ces résultats du programme, François aussi commentera ces résultats avec moi après. On a réussi à mettre en place un programme de formation ELIS avec un référentiel. Donc, je vais détailler après. Des outils de formation et un manuel pour le formateur. On a aussi créé un site web opérationnel et viable avec toutes les ressources nécessaires, à savoir le référentiel, les outils avec les instructions d'utilisation et également le manuel du formateur, donc qui permettra à tout enseignant, tout professionnel dans sa structure de pouvoir déployer selon ses besoins en termes d'outils, en termes de manque, de questionnement dans les ateliers d'analyse de la pratique, etc. On a formé plus de 50 étudiants issus des pays partenaires tout au long de ces années, notamment la première et deuxième année qui étaient vraiment des années de test avec une implication des étudiants. Plus de 18 enseignants formateurs qui ont été aussi accompagnés, soit à l'utilisation de l'outil e-learning, soit l'utilisation aussi des outils de formation à destination de l'acquisition des compétences interculturelles.
François, je pense qu'il peut rajouter aussi quelque chose par rapport à ces résultats, notamment l'impair sur la dimension internationale des relations entre les pays du Sud et les pays, entre guillemets, du Nord, liés plus par des modalités de financement que une volonté intrinsèque du consortium. Oui, peut-être bien. Avant de parler de ça, pour vraiment rebondir sur ce que tu disais, j'aimerais souligner le fait que quand on parle de plus de 50 étudiants issus de partenaires formés, donc il y a des étudiants, donc là, on peut dire qu'il y a des étudiants qui partaient en stage à l'étranger, donc qui venaient la plupart du temps donc des pays qui avaient au départ été financés par l'Europe pour organiser ce projet-là, de France, d'Italie, de Belgique, du Portugal, du Québec, et ils allaient vers ce qu'on appelle les partenaires du Sud. Alors, une idée importante qu'on avait, c'était que des étudiants, donc par exemple, un étudiant belge rencontre un étudiant sénégalais, un étudiant français rencontre un étudiant vietnamien, on allait établir des binômes, des trinômes, peut-être même des quadrinômes, en essayant chaque fois qu'il y ait des étudiants du Nord et du Sud qui se rencontrent. Parce qu'on se disait que pour des étudiants, des jeunes qui sont en formation, rencontrer d'autres jeunes en formation comme eux, de la culture dans laquelle ils vont baigner pendant plusieurs mois, ça c'était quelque chose de stimulant, qui permettait effectivement de démarrer des échanges particulièrement stimulants pour les étudiants. Et donc on avait même imaginé qu'on pourrait, dans les séminaires qui allaient se faire dans les pays d'accueil, des séminaires d'étudiants, des séminaires où on discute des stages, vous savez, ces petites réunions de 4-5 étudiants, voire un peu plus, qui essayent d'analyser la manière dont le stage se déroule ensemble. Ben, idéalement, ce serait bien d'y avoir des étudiants du Sud et du Nord. Alors, là, parfois, ça a marché dans certains cas. Il y a eu des cas où des étudiants, on peut trouver, on veut dire, leur partenaire idéal, leur double du pays d'accueil, ce qui permettait effectivement, dans ces cas-là, d'échanges vraiment intéressants. Quand ça a pu se passer, on s'est rendu compte que là, vraiment, c'était un mode d'apprentissage intéressant où vraiment les étudiants étaient confrontés aux limites et aux forces de leurs compétences interculturelles. Il n'y a rien à faire entre jeunes en formation qui se parlent de leurs études, de leurs stages, des publics qu'ils rencontrent, de certaines notions théoriques qu'ils connaissent, mais qu'ils connaissent parfois avec des mots différents, puisqu'ils ont eu parfois des cours différents dans les écoles où ils étaient formés. Ça, c'était vraiment une source d'apprentissage remarquable. Donc ça, c'est des côtés très positifs de cet aspect nord-sud dans notre projet, c'est qu'il y a vraiment eu des échanges intéressants entre étudiants, aussi entre formateurs bien sûr, puisqu'il a fallu entre formateurs se mettre d'accord sur la manière dont le stage allait s'organiser, dans quelle institution le stage allait se dérouler, parfois on hésitait en 2-3 institutions. Donc tout ça, c'était vraiment, je vais dire, l'aspect positif de la rencontre nord-sud. Alors quel est l'aspect négatif? Vous nous direz, l'aspect négatif, c'est que c'est comme Joseph vous le disait là tout de suite, en termes de financement, quand on est dans un projet Erasmus, on a du financement certes pour travailler avec des partenaires du Sud, mais qui est très limité. C'était vraiment envie de dire des clopinettes par rapport à l'argent qui était donné aux partenaires du Nord pour préparer ce projet, pour le mettre en route, etc. Donc, il y avait très peu de professionnalisation avec les partenaires du Sud. Ceux-ci, finalement, nous aidaient s'ils le voulaient bien. Le temps qu'ils nous accordaient, c'était du temps qu'ils prenaient sur leur temps de travail, etc. Donc, on a compris que c'était un temps limité et ça s'est senti dans les résultats. On a vu que leur implication dans le projet, au début, elle était assez enthousiaste parce qu'ils étaient intéressés par ce projet, bien sûr, ça leur donnait envie, mais il est clair qu'après coup, quand on voit ce que ça a donné, on se dit il aurait fallu qu'on puisse motiver beaucoup plus les partenaires sur la durée du projet. Et par exemple, un aspect tout à fait concret qui puisse aussi financer des étudiants de pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Vietnam, Madagascar, etc. On avait plusieurs partenaires du Sud pour que les étudiants de ces pays-là puissent venir chez nous faire des stages et qu'ils soient exactement projetés dans des situations à la fois identiques mais corollaires, qui auraient été le complément intéressant pour tous les pays concernés, envoyer et recevoir des étudiants. Or, concrètement, on a eu tous nos stages, les 50 étudiants dont on vous parle, qui sont partis en stage, sont finalement des étudiants qui venaient des partenaires du
du Sud. Voilà, ça c'est une première chose que je voulais vous dire pour un peu analyser à la fois les aspects positifs et négatifs. C'est bien sûr un projet Nord-Sud. On aurait même aimé l'appeler un projet Sud-Nord, mais dans la réalité, c'est resté fort un projet Nord-Sud avec un grand N pour le Nord et un petit S pour le Sud parce que ben voilà, il y a un déséquilibre, je crois, qui n'est pas dû à la mauvaise volonté des participants. Tous avaient envie d'y jouer. On a eu des collègues qui sont venus à nos réunions en Skype, comme on fait maintenant, en réunion pour participer, qui ont montré leur motivation, qui ont parlé de ce qu'ils étaient prêts à faire. Ça, c'était vraiment au début du projet, hein, quand on était en train de lancer le partenariat. Dans les premiers mois du projet, vous savez que c'est souvent le travail de projet international, c'est d'apprendre à se connaître. Donc, on a eu pas mal de temps et d'occasion de discuter avec eux. Certains sont venus à des mobilités, certains collègues formateurs, pas d'étudiants, mais des collègues formateurs ont participé à certaines mobilités au début. Mais on a très vu de vie que ça diminuait parce que ce genre de projet, si vous n'êtes pas un tout petit peu soutenu par la tendance et par la logistique et par la finance, ben, forcément, vous perdez votre motivation. Complètement. C'est une chose que je voulais dire. Est-ce que je parle un petit peu maintenant de l'historique aussi? Non. On va dérouler parce que sinon, je pense qu'on en débattra au moment des discussions parce que sinon, le temps va nous prendre un peu de cours. Parfait. Voilà, donc c'est l'un des défis qu'on mettra au travail avec dans le deuxième volet du projet qu'on soumettra à l'agence Erasmus pour davantage peut-être trouver des financements complémentaires pour une intégration beaucoup plus, je dirais, équitable avec les différents partenaires qui pourront y participer au regard, en tout cas, de leur implication et puis de ces enjeux qui sont des enjeux mondiaux liés à l'interculturalité, qui n'est pas que dans un sens, sinon on reste encore dans des perceptions classiques de l'étranger qu'on va aller voir, de l'autochtone, de comment dirais-je, de populations comme l'a pu être l'anthropologie classique, d'aller voir des populations indigènes, etc. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'aller vers des relations beaucoup plus équilibrées dans ces partenariats où on a besoin les uns des autres, en tout cas par rapport aux aspects mis au travail. Donc, le référentiel de formation, donc, je fais simple d'aller sur les parties essentielles, comme tout référentiel. Donc, on a défini 4 domaines de compétences qui, à notre sens, en tout cas, c'est perfectible sans doute. Et puis, je pense qu'on se nourrit aussi, ces moments, c'est des moments de se nourrir de l'approche critique des participants pour davantage améliorer et puis adapter les outils. Donc, l'idée, ce n'est pas de créer un modèle de formation, mais de proposer en tout cas un début de formation qui va être amélioré au fil de sa pratique et quand elle sera éprouvée également sur le terrain. Le premier grand domaine de compétences, c'est apprendre à se connaître. Ce n'est pas si simple et on en débattra. L'ouverture, c'est là où la question d'ouverture est aussi intéressante, mais aussi ouverture par rapport à soi-même. Qui suis-je? Et suis-je en capacité de nommer mon propre cadre de référence culturelle, de mes valeurs? Est-ce que je peux en parler? De mes objectifs personnels et professionnels, est-ce que je suis libre d'en parler? Est-ce que je me connais moi-même par une introspection profonde, etc. Le deuxième grand domaine, c'est développer l'ouverture à l'autre. Donc, je me connais. Maintenant, je peux m'ouvrir sereinement à l'autre, être capable de lier son propre cadre de référence et sa vision du monde à d'autres points de vue. Donc, accepter la confrontation. Troisième grand domaine, c'est comprendre les défis de l'interculturalité. Maintenant que j'accepte de commercer avec les autres, d'entrer en interaction, je suis quand même face à des risques de friction, des risques de tension, etc. Je dois apprendre à les gérer. Donc, être en capacité aussi de développer ce qu'on peut appeler des identités, des intelligences multiples, d'utiliser ces ressources, voilà, pour comprendre l'autre, comprendre les défis que ça pose de rencontrer une personne différente, etc. Et le dernier grand domaine, c'est vivre ensemble l'expérience interculturelle. Je pars de moi vers le collectif. Maintenant que je me suis ouvert, maintenant que je suis en capacité de gérer toutes les situations problématiques, je veux vraiment vivre pleinement l'expérience de l'interculturalité, l'expérience. Donc,
d'une co-construction avec une démarche réflexive et coopérative avec les différentes personnes ou groupes sociaux que j'aurai à rencontrer. Voilà en gros ce référentiel de formation qui est disponible et qui sera disponible sur le site web du projet une fois que ce dernier finit en fin décembre. Les outils. Maintenant qu'on a le référentiel, on s'est dit on va travailler quand même sur des outils, des modules, voilà. Et à la fin, on a convenu de travailler sur un usage modulaire de ces différents outils. C'est-à-dire, à la base, on était parti sur une idée linéaire de la formation, avec un début et une fin, en respectant un ordre chronologique d'utilisation des outils lors du stage ou lors d'autres expériences où des situations d'interculturalité pouvaient naître. Et à la fin, on s'est réajusté en proposant une utilisation modulaire, c'est-à-dire selon le bilan ou l'évaluation personnelle qu'on se fait de sa situation de connaissance de l'interculturalité, de la diversité culturelle, la connaissance de soi, peut-être on n'a pas besoin de tous les outils. Il suffit que pour un individu qui a l'habitude de voyager, il a déjà certains automatismes, certains mécanismes déjà mis en place pour rentrer en contact facilement avec une population déterminée et qui peut être considérée comme différente. Donc, il n'aura pas forcément besoin d'utiliser tous les outils. Peut-être il va utiliser le journal de bord ou bien les rencontres interculturelles ou bien aller sur une certaine conscience de l'interculturalité ou travailler sur l'iceberg, etc. Donc, l'idée, c'est qu'il a un panier d'outils. Il va choisir les outils en fonction de ses besoins spécifiques. Et ces outils, pas dans un ordre chronologique encore une fois, c'est d'abord une auto-évaluation des compétences interculturelles. L'idée, c'est que l'individu qui souhaite démarrer une formation sur l'interculturalité se fasse une auto-évaluation, peut être aussi accompagné pour une évaluation par une tierce personne de ses compétences interculturelles. Donc là-dessus, on a créé une grille d'auto-évaluation qui permet à tout un chacun de se situer en fonction de ses expériences, de ses cadres de référence par rapport à l'interculturalité. Vous verrez, les titres sont en anglais, mais j'ai proposé une traduction sur le titre à gauche. Ensuite, le danger d'une seule histoire. On s'est dit, mais de par notre héritage, je le disais tout à l'heure, de la rencontre culturelle, souvent on a une histoire qui nous est racontée, soit une histoire politique, une histoire dans les relations internationales entre des groupes humains, etc. Et cette histoire, quelquefois, on la porte comme une vérité. On porte aussi notre façon de voir historiquement située, historiquement datée, comme l'histoire à reconnaître. Et à notre sens, c'est un danger parce que porter une seule histoire de l'humanité ou même d'une relation entre plusieurs groupes peut s'avérer dangereux lorsqu'on rentre en interaction avec d'autres groupes qui ont aussi leur histoire, leur propre histoire et leur propre perception de l'histoire de notre peuple d'origine. La ligne du temps personnel, cette ligne du temps, on peut le faire avec différents outils comme Canva ou bien même avec PowerPoint. L'idée, c'est de cartographier les événements marquants de notre expérience. Que ce soit une expérience professionnelle courte, un séjour à l'étranger, un stage à l'étranger, maintenant un stage n'importe où sur notre territoire, en France, etc., ou dans un CADA, dans une structure où on accueille des personnes en situation de migration qui sont, ce temps-là, je peux être en mesure de le cartographier sur le temps et de repérer sur une ligne de temps les événements qui m'ont vraiment marqué et les mettre au travail plus tard. Ce travail en lien avec le journal de bord dont je parlerai tout à l'heure. Qu'est-ce que tu dis? Parce qu'on s'est dit, mais la communication est un élément essentiel des relations interculturelles. Donc, lorsque je dois aller en stage en Inde, etc., la barrière de la langue est souvent un des points qui décourage nos candidats. Ça parle anglais, ça parle espagnol, ça parle portugais, ça parle wolof, ça parle bambara, ça parle etc. Donc, j'aurais du mal. Nous, on s'est dit, avant qu'ils partent,
ça fait partie des expériences qu'on mène avec les étudiants avant le stage, parce que aussi la modularisation de ces outils est pensée avant, pendant et après le stage. Donc, avant qu'ils partent, on leur dit, mais apprenez quelques mots, allez chercher des mots, comment on dit bonjour, merci, au revoir, comment on demande en fonction de ce qui peut être votre contexte, que vous allez scénariser, allez apprendre des mots que vous pourrez utiliser. Par exemple, vous allez à l'aéroport, vous aurez besoin peut-être d'un taxi pour vous guider dans tel endroit. Apprenez à minima ces petits mots-là et puis on le travaille. Ils reviennent avec une liste de trentaine de mots, par exemple, qu'ils connaissent de par leur recherche personnelle et qui nous reviennent ou on discute dessus, etc. Ça leur permet de mieux se préparer et puis déjà d'être dans cette ouverture et puis l'acceptation aussi de la possibilité d'apprendre de l'autre. Ensuite, le journal de bord, donc, qui est connu, je pense, de pas mal de professionnels sur les terrains, que ce soit pour les mémoires ou bien pour les écrits professionnels, etc. Le journal de terrain, exclusivement pour cette formation, est utilisé pour permettre à l'étudiant, en conformité avec sa ligne du temps, de raconter peut-être des petites anecdotes, voilà, de son séjour, se parler à soi-même, se parler aussi à d'autres, sa famille, etc. On consigne peut-être des événements marquants qui nous ont touchés, des situations émotionnelles situées dans le temps qui nous ont posé question, le choc culturel qu'on a vécu, les dilemmes qu'on a pu rencontrer, résolus ou bien pas encore résolus. Qu'est-ce que je suis moi-même dans ce pays étranger? Qu'est-ce que j'ai appris des séminaires avec mes pairs, avec les professionnels qui m'ont accompagné sur mon terrain professionnel d'accueil, etc. Tout ça est chronologiquement marqué sur ce journal de bord que l'étudiant pourra mettre au travail une fois le stage terminé. Mon iceberg, notre iceberg, ça c'est un outil aussi qui permet de travailler sur ce que les autres voient de nous, la partie visible de notre être, de notre individualité, de notre identité. Lorsque je me présente en individu, il y a une partie visible qui est infime par rapport à une partie immergée invisible et que les autres finalement ne voient pas. Donc l'idée de cet exercice, c'est les amener à réfléchir sur qu'est-ce qu'eux-mêmes renvoient aux autres. Quel est leur degré de conscience de ce qu'ils renvoient aux autres lorsqu'ils rencontrent des personnes nouvelles ou bien lorsqu'ils rencontrent qu'ils vont dans un pays en tant que touristes, etc. Qu'est-ce que je renvoie? Voilà. Et qu'est-ce que je pense protéger et que les autres ne voient pas, ou qu'est-ce que je pense avoir, qualité, défaut, autres que les autres ne voient pas. Donc, ça leur permet de dessiner leur iceberg. Là, encore une fois, on peut utiliser des outils numériques pour y arriver, soit en téléchargeant un iceberg et puis d'insérer du texte avec ces items de la partie invisible et de la partie visible. Le dilemme éthique interculturel, donc François l'a beaucoup explicité tout à l'heure. Donc là, ce n'est pas la peine qu'on perde beaucoup de temps là-dessus. Le séminaire de supervision, donc comme on était parti de l'idée voilà, que le stage se faisait à l'étranger, donc avec un partenariat institutionnel local, donc dans le contrat de stage ou la convention, dans la partie pédagogique ELIS, on associait la possibilité d'organiser 3 séminaires pour les stages, par exemple, de 3 mois, où l'étudiant retrouve l'institution de travail social partenaire et où il ramène du matériau de terrain. Ces dilemmes éthiques, des situations chocs culturels rencontrés, des questionnements tout simplement par rapport à la pratique professionnelle. Par exemple, une histoire d'une étudiante en EJE qui était partie au Sénégal et qui se confrontait tout de suite et ressentait comme un choc le fait que, par exemple, la façon dont les bébés sont massés par les mamans africaines, massage qu'elle percevait comme étant brutal. Donc, du coup, en séminaire à Dakar, elle a pu en discuter avec les collègues et puis désamorcer un petit peu ce qui peut quelquefois renvoyer un choc, mais vraiment un mal-être par rapport à ici peut-être perçu comme une certaine maltraitance ou début de maltraitance, etc. Donc, c'est vraiment des moments d'analyse de la pratique avec des questionnements issus
directement du terrain professionnel. Organiser des rencontres interculturelles, pendant le stage, on se disait, mais lorsqu'ils ont pris de l'assurance sur le terrain, ils ont déjà eu un séminaire, discuté de certains blocages, etc., qu'ils ont commencé à rencontrer du monde, soit par le jumelage avec les étudiants ou tout simplement par leur propre réseau, leur capacité à s'ouvrir, parce qu'il faut qu'ils s'éprouvent. On les poussait à organiser des rencontres interculturelles, soit ils organisent un repas en invitant leurs amis du pays d'accueil, histoire de découvrir la culture culinaire aussi qu'ils apportent, parce que l'idée, c'est qu'en partant à l'étranger, on apporte quelque chose avec soi, parce qu'on revient chargé en termes d'expérience et aussi d'apprentissage. Les valises sont pleines, mais en même temps, nous, on doit être en mesure de rapporter quelque chose pour les personnes qu'on va rencontrer sur place en termes de représentation, en termes de normes, en termes de façon de faire, de vivre et de sentir culturellement déterminés. La conscience de l'interculturalité en soi, c'est vraiment, après avoir fait le stage, de faire son bilan. Encore une fois, on refait un bilan de compétences pour savoir mais, comment ce stage m'a aidé à évoluer, voilà, dans ma posture interculturelle. Et à un moment donné, est-ce que je suis conscient du fait qu'après ce stage, j'ai intégré une certaine posture qui se rapprocherait de ce qu'on pourrait appeler une posture interculturelle. C'est-à-dire cette capacité à déployer automatiquement de la relation entre des sensibilités différentes. On propose cet outil à la fin, après le stage, donc on laisse le choc culturel du retour se passer et puis on leur propose ce temps de restitution où ils parlent à eux-mêmes. Et pour certains, c'est là où ils vont réouvrir ce qu'on quelquefois on met en place aussi, une lettre à moi-même qu'ils se sont écrites avant leur départ en stage et qu'ils réouvrent à la fin du stage. Et quelquefois, le décalage, c'est assez rigolo des courriers qu'on a qui sont écrits parce que personne ne les ouvre, c'est secret pour eux. Ils les réouvrent et acceptent de les partager à la fin du stage et partagent quelquefois un certain choc par rapport à comment ils avaient perçu le départ en stage, la population trouve, etc. Et comment après, ils se sont retrouvés enrichis de cette expérience-là. L'autre partie de moi-même, c'est on part vraiment de ce postulat que je partage avec le professeur Isiaka Laleye, anthropologue béninois, qui parlait dans un article du même et de l'autre de moi. C'est-à-dire, il considérait l'individu comme étant dual. Il y a sa partie le même, et ça retrouve l'exercice sur l'iceberg, cette connaissance de soi, mais il y a une connaissance, c'est l'autre de sa propre personne, qui lui est renvoyé par réflexion que par les autres personnes qu'il va rencontrer. Donc, on se connaît par nos propres filtres, par nos propres postulats, mais une partie de nous, nous la connaîtrons que lorsque ça nous sera renvoyé par l'autre. Ça a été un travail intéressant pour l'anthropologie à un moment crucial, une crise rencontrée, où la question de l'altérité se posait et puis les anthropologues se sont rendus compte qu'ils ne faisaient qu'un travail sur le même de l'homme parce qu'à chaque fois qu'ils allaient, ils observaient, ils décrivaient à partir de leur propre perception du monde. Mais ils n'ont jamais permis à l'indigène de décrire comment lui, il les voyait. C'est à partir du moment où l'autre a été pris comme un sujet et non plus comme un objet de recherche qu'on s'est rapproché d'une connaissance de l'homme et non pas d'une connaissance partielle ou parcellaire de l'individu ou de l'humanité. Ces outils constituent l'essentiel et puis ils seront disponibles sur le site elis.itsra.net, donc qui est le site entre guillemets commercial du projet qui est en train d'être travaillé, pratiquement fini, mais dont les ressources seront téléchargeables une fois le projet fini. Vous y verrez le référentiel de formation, encore une fois, l'ensemble des outils avec les instructions, avec des cas types
d'exemples, des témoignages d'étudiants qui ont participé, des témoignages de professionnels aussi qui ont participé, et tout un ensemble de documentation où un accompagnement peut quelquefois être nécessaire pour vous permettre une transférabilité des approches, aussi axée sur l'inclusion sociale. Ça, c'est une dimension qu'on essaiera de travailler dans la deuxième partie d'ELIS. En termes de bilan et de perspective, je trouve que ce projet a été une plus-value, en tout cas pour les étudiants et professionnels qui ont participé, parce que, à mon sens, les situations d'interculturalité ne se racontent pas. Elles se vivent dans la rencontre, elles se vivent dans l'expérience. C'est pour cela le stage a été un moment fort pour éprouver cette hypothèse de l'interculturalité comme ensemble de compétences. Et aujourd'hui, on est sûr de ce fait. Il est possible, en tout cas, d'identifier un certain nombre de compétences, de les mettre au travail dans la formation initiale. La dernière réforme sur le diplôme en travail social a intégré cette dimension de l'interculturalité dans la formation des stagiaires. Et il s'agit davantage pour nous d'offrir en tout cas un panel de formation, un panel d'outils pour doter nos étudiants futurs professionnels et des professionnels aujourd'hui qui sont en poste de quelques outils nécessaires pour mieux agir dans des contextes de pluralité culturelle. C'est une perspective qui n'est pas arrêtée aussi, c'est d'aller vers une certaine reconnaissance, tout simplement, des compétences interculturelles au niveau d'Europe, avec peut-être un certificat, comme ça se fait déjà au niveau de la langue, de reconnaître cette capacité aussi pour un individu ou un professionnel, cette aptitude à créer du lien, voilà, dans tout contexte où des différences s'observent, où il y a une hétérogénéité des entrées culturelles, que ce soit des entrées spécifiques ou des entrées globales. Voilà, en gros, ce que nous souhaitions un petit peu échanger avec vous en essayant d'ouvrir dans ces 30 minutes qui nous restent sur le temps, le débat. Mais avant, j'aimerais quand même que vous puissiez voir les résultats de votre travail par rapport à ces deux situations qu'on avait proposées. La première, donc, dilemme, je rencontre un immigré sans papier qui me demande de l'héberger. Réponse A, j'accepte de l'héberger. Réponse B, j'appelle la police. J'appelle le 115 en réponse C et je l'ignore en réponse D. J'appelle le 115, 78% des réponses. J'accepte de l'héberger, 17%. Personne ne veut appeler la police. Je suis déçu parce que mes projections n'étaient pas bonnes. Et enfin, 6% qui vont l'ignorer. On mettra ça au débat. J'aimerais quand même voir ceux qui sont pour le 115 de proposer un petit peu les arguments qui les ont poussés à choisir cet item. Et idem, ceux qui ont accepté, parce que ce n'est pas négligeable, 17% qui vont accepter de l'héberger. Et certains qui vont ignorer la personne. Deuxième exercice, là, c'est sans appel. Donc, je pars avec ma fille au supermarché et je la surprends en train de voler des bonbons. J'appelle la sécurité ou la police. Je l'aide à dissimuler les bonbons. On a quand même 5% qui vont l'aider à dissimuler les bonbons. Moi, j'en fais partie. Je l'oblige à les rendre, 95%. Je ne dis rien, personne. OK. Mesdames et messieurs, c'était l'essentiel, en tout cas, de ce que je voulais communiquer. Nous voulions communiquer sur ce moment assez spécifique sur le projet ELIS qui tire à sa fin. Et donc, je vous remercie de votre attention pendant ces moments. Et puis, nous ouvrons le débat, tout simplement. Vous pouvez, en utilisant l'option « Lever la main », sans doute Martine, François et Yazid ont repéré certaines questions dans le chat qu'il peut être intéressant aussi de porter à la discussion. J'invite la personne qui a parlé aussi de l'intersubjectivité, qui s'est signalée dans le chat, mais comme je ne vois pas le chat actuellement, je ne peux pas, aussi de prendre la parole. N'hésitez pas à intervenir, à échanger, poser des questions, des suggestions, apporter des critiques. L'objectif, c'est d'améliorer un outil qui est actuellement peut-être au point, mais la réalité anthropologique, sociale évolue très rapidement
et le contexte et à une accélération, en tout cas, des changements que nous intégrons aussi dans des activités aussi prenantes en termes de temps qu'a été le projet ELIS, où j'ai été particulièrement fier de faire partie avec des collègues de tout ordre, vraiment un laboratoire d'interculturalité pendant ces années où j'ai rejoint ce travail. Je vous remercie de votre attention et puis je laisse Martine peut-être modérer ce moment de débat. Et puis, encore une fois, vous levez la main, vous pouvez prendre la parole et puis voilà, discuter sur les 25 minutes maintenant qui nous restent. Donc, je vous remercie. Je coupe mon micro. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous d'être restés jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à prendre la parole. Donc, j'ai un œil sur le chat. C'est pas très évident. Je vais essayer de changer d'écran pour pouvoir le suivre. J'ai quelques témoignages nous remerciant pour le webinaire. Et au-delà de ça, vous avez certainement des questions, bien sûr. Je ne serai pas en capacité d'y répondre. Je vais simplement regarder qui lève la main. Comme il y a, comment dire, il n'y a pas une cohue, peut-être pouvez-vous directement prendre la parole en libérant votre micro, tout simplement. J'ai l'impression que chacun réfléchit à tout ce qu'il vient d'entendre. Samuel, je vais juste voilà, remercier beaucoup l'exposé et j'ai été traîné un petit peu déjà sur le site. Je trouve assez intéressant. Je ne sais pas, effectivement, il y a peut-être des… donc, si j'ai bien compris, les outils que sur lesquels vous avez travaillé sont en libre service. Donc, aussi, là encore, j'ai envie de remercier puisque c'est un don à la communauté. Donc, c'est à souligner, hein, ce n'est pas si souvent que ça. Voilà. Et alors, c'est moi qui ai parlé d'intersubjectivité. Moi, c'est quelque chose qui m'anime depuis un bon moment. Et effectivement, pour moi, c'est le summum du travail sur l'interculturalité, c'est d'aller vraiment au fond de soi-même sur ses subjectivités, en enlevant tous les cadres de repères, quel que soit le groupe dans lequel on appartient, mais on va dire le groupe minimum étant peut-être la famille, eh bien, on peut aller s'apercevoir que dans ce groupe-là, on a des subjectivités différentes. Donc, c'est vraiment de revenir à l'individu et à partir de là, mais comme l'exposé que Joseph a fait, c'est de revenir à l'individu et d'aller à la rencontre de l'autre, créer des espaces d'intersubjectivité. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est effectivement, et dans plein de travaux que je mène, c'est d'aller chercher ce qui est objectif dans l'intersubjectivité, parce qu'en fait, l'objectif en soi n'existe, enfin l'objectivité pour moi en soi n'existe pas vraiment. Elle n'existe que vraiment quand on mélange assez de chacun pour en trouver une essence. Donc voilà, ça résonne beaucoup avec ce travail que vous avez mené de l'interculturalité. Voilà, et qui moi-même m'anime parce que c'est dans ma culture ou dans les différentes cultures qui ont été mélangées au cours de ma vie avant moi et que j'ai mené avec ma propre famille. Voilà, il y a toujours de ça. Voilà, donc merci beaucoup pour ces travaux que je ne manquerai pas de relayer avec les équipes dans lesquelles je travaille. Merci beaucoup, Samuel. Alors, je crois qu'on peut resignaler peut-être aussi que tous ces outils vont être mis à disposition pour certains sont déjà finalisés, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont être améliorés. Mais quoi qu'il en soit, ils sont financés par les fonds européens, hein, les fonds Erasmus. Et de toute façon, on est tenu de faire partager nos travaux. Donc, on joue le jeu et ils seront en ligne et disponibles pour chacun, hein, comme le demande l'agence. Parfait. Il y a Chantal qui a levé la main. Allez-y, Chantal.
Oui, bonjour, Chantal Jouvenot. Donc, je suis responsable de formation du grade licence à l'IRTS de La Réunion. Donc, je voulais témoigner du fait que nos apprenants en formation grade licence, depuis de nombreuses années, partent en stage mobilité. C'est un stage qui est obligatoire chez nous dans le cadre de la formation des grades licence. Et donc, à l'occasion de ce stage, nous avons mis en place une formation concernant l'interculturalité qui est menée par un universitaire de l'Université de La Réunion, M. Alaoui. Et nous élaborons avec nos apprenants et cet universitaire un journal interculturel critique. En fait, c'est un instrument finalement qui permet de décrire et de réfléchir de façon critique à sa pratique professionnelle en prenant en compte les considérations des diversités culturelles, sociales, ethniques, donc qui rejoint un petit peu l'outil ELIS que vous avez proposé. Donc c'est quelque chose qui existe chez nous depuis un certain nombre d'années. Et voilà, je voulais simplement témoigner de cela et ce serait peut-être intéressant d'échanger entre ce que nous avons mis en place depuis un certain nombre d'années et ce que vous proposez là dans le cadre de ce projet Erasmus. Puisque nos étudiants, quand ils partent en mobilité, partent bien sûr sur plusieurs destinations parce qu'à l'IRTS de La Réunion, nous sommes donc inscrits dans le projet Erasmus également. Donc nous avons des conventions avec la Belgique, avec le Portugal, avec l'Espagne, avec l'Italie, avec d'autres pays à l'international comme le Québec, comme Madagascar, l'île Maurice. Voilà, pour le principal, la Suisse aussi également. Donc nos étudiants partent sur ces différents pays. Et donc, ont l'obligation, dans leur cursus de formation, d'élaborer ce journal interculturel critique. C'est intéressant, je pense que, comme vous le dites, l'heure est à la synergie des efforts, à la synergie des actions par rapport à vous déjà, peut-être qui l'avez pratiqué avec aussi des adaptations par rapport à vos besoins à vous pendant un bon moment. Et nous qui finalisons un travail aussi depuis 3 ans, qui a ses certitudes mais aussi ses faiblesses, de pouvoir échanger vers une co-construction d'outils, en tout cas par influence mutuelle, par rapport mutuel, pour toujours enrichir et vous de votre côté et nous aussi de notre côté. Je pense que là, je parle pour le consortium parce que par ailleurs, je suis coordonnateur du projet, mais je sais que les collègues qui sont sur place sont sensibles à cette ouverture. C'est pour ça que ces moments de dissémination sont très importants pour recueillir justement davantage. Quelque part où des bribes de ce projet sont déjà en train d'être mises en place et nous, cette globalité qu'on a essayé de prendre en compte pour améliorer davantage ce qui est proposé. C'est avec plaisir justement, Chantal, qu'on y parviendra. Écoutez, avec plaisir pour échanger avec vous et voilà, voir comment on peut peut-être mutualiser des choses parce que c'est vrai que voilà, cet outil, ça fait plusieurs années qu'on l'expérimente et on a vraiment du recul et une analyse par rapport à cet outil. Parfait. Merci beaucoup. J'ai voulu dire quelques mots à Chantal et je suis désolé, on ne me voit pas mais je n'arrive pas à rallumer ma caméra. J'ai un problème d'allumage de caméra. Donc je suis François Gillet, donc celui qui a parlé des dilémétiques tout à l'heure. Et alors Chantal, je vous écoutais parler des lieux où vous envoyez vos étudiants en stage hein, et je me posais la question, est-ce que vous avez aussi rencontré quelque chose de similaire dans l'équilibre entre les stagiaires de chez nous qui vont dans les pays du Sud et les stagiaires des pays du Sud qui viennent chez nous? Vous sentez aussi ce déséquilibre? Oui, on sent un petit peu ce déséquilibre, mais donc quand je parlais de conventions que nous avons à l'IRTS de La Réunion avec ces différents pays, en fait actuellement nous accueillons essentiellement des étudiants qui viennent de la Suisse et qui viennent de la Belgique. Nous avons très peu d'étudiants qui viennent du Portugal ou de l'Espagne, ou de l'Italie ou du Québec, alors que pourtant la convention est réciproque. Donc ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on pourrait peut-être réfléchir ensemble si on avait l'occasion de
poursuivre cette réflexion, c'est comment on pourrait se donner des idées de ce qui allumerait un meilleur équilibre, je vais dire, entre le nord-sud et le sud-nord. On sait bien qu'il y a des problèmes de l'ordre financier déjà, payer des billets d'avion, parfois c'est pas si évident. Hein, il y a le problème de la langue, hein, vous avez parlé du Portugal, ben, clairement les Portugais, il y en a peut-être moins qui parlent le français mais par contre les Québécois, eux, ils parlent très bien le français. Donc voilà, il y a toute une série de choses qui pourraient être un chouette sujet de réflexion pour la suite. Comment va-t-on équilibrer les rapports sud-nord et nord-sud dans la suite de nos activités interculturelles, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Bah, écoutez, moi je suis prête à en échanger avec vous sans problème. Avec plaisir. Alors, d'autres questions dans la salle, si je puis dire. Hein. Je pensais peut-être signifier qu'il peut peut-être y avoir aussi des soucis pour les étudiants lorsqu'ils veulent se déplacer parce qu'ils n'ont pas forcément de bourse pour le faire. En France métropolitaine, mais aussi dans les dom-toms, il y a des bourses, des conseils régionaux qui peuvent les aider. Mais par exemple, si un Français métropolitain veut se déplacer dans les dom-toms, il n'a pas le droit à une bourse Erasmus, ce qui peut être un frein quand même, peut-être à leur déplacement. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. Donc, quelqu'un d'autre veut prendre la parole ? Alors, Martine, si je peux me permettre de compléter, donc effectivement, on a la chance d'avoir sur le département de la Réunion l'aide de la DOM qui finance le billet d'avion de nos apprenants sur la métropole, mais qui ne le finance pas sur tous les pays, notamment sur les stages Erasmus. Et en fonction des années, c'est très variable. Il peut y avoir des financements jusqu'au Québec ou pas. Il peut y avoir des financements jusqu'en Belgique ou pas, enfin, etc. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on a un financement du billet d'avion Réunion-Paris. D'accord. Oui, bonjour. Je suis chargée de mission de la DARIC de la Guyane française. Et nous avons un consortium, c'était une collègue, c'était ma collègue qui fait plus partie de l'équipe, qui a mis en place le consortium Erasmus+. Et nous sommes en attente de son remplaçant. Mais je trouve très, très intéressant parce que vu non seulement de nos élèves étudiants qui partent dans les stages, mais surtout parce que le contexte auquel on vit en Guyane, parce que c'est très important. Je ne sais pas si vous avez une idée. Ici en Guyane, nous avons déjà la population qu'on peut dire régionale. Nous avons des langues d'ici de Guyane. Il y a les peuples autochtones. Nous avons la communauté créole qui est bien significative. Et nous avons aussi la communauté métropolitaine. Au dehors de ça, nous avons les communautés non françaises qui sont en Guyane, qui est nombreuse. Nous avons des Haïtiens, des Brésiliens, Dominicains. Donc, ce sujet-là, il est très important parce que vous vous rendez compte, moi, je gère le programme de France Éducation et on reçoit tous les années plus de 30 assistants de langue, de plusieurs langues. Et cette question-là, c'est vraiment, parfois nous avons des Hollandais ou Britanniques, Américains, c'est Brésiliens. Et pour eux, la différence, c'est énorme parce qu'on parle toujours la Guyane française, c'est l'Europe, l'Amérique du Sud. Mais la réalité, ne sont pas l'Europe. C'est pas l'Europe ici. C'est total. Et la diversité qu'on peut trouver, par exemple, vous rentrez dans une salle de classe en Guyane, c'est assistant de langue quand il vient. Et dans une salle de classe, tu peux trouver facile 4-5 langues maternelles différentes. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est très, et ce projet, il est très intéressant. Non seulement pour les stages, parce que
pour ceux qui partent en stage, mais aussi pour les enseignants qui sont ici. Je suis aussi, en plus de chargée de mission de la DARIC, je suis enseignante à l'Université de Guyane, l'ESP, et j'ai des groupes de professeurs des écoles. Et nous travaillons justement une lettre ouverte. Je suis enseignante de portugais et je travaille justement une question, la lettre ouverte. J'ai pris ça comme thème pour enseigner justement cette question-là de la diversité, ce regard-là qu'on peut avoir vers l'autre, déjà de classifier, mettre sur, toi, t'es brésilien, t'es ça, t'es métropolitain, t'es ça, vous voyez. Et donc, je pense que cette vision-là, elle est très importante parce qu'il ne faut pas oublier que derrière les étudiants ou même les lycéens qui partent en stage, nous avons un enseignant et qui en général sont eux qui préparent ce public-là quand il part. Donc je pense que c'est extrêmement intéressant. Je vous avoue que ce n'est pas évident pour moi, c'est un peu fatigant. Je suis là depuis 4 heures du matin avec des conférences avec la métropole. Mais je trouve vraiment c'est très important d'avoir une vision comme ça et montrer, parce que à partir du moment que ces étudiants, ces stagiaires, ils sont préparés quand ils partent, avant de partir, pardon, le résultat, c'est bien plus productif et peut apporter des choses aussi. Et un des principes, par exemple, du programme de France Éducation aussi, quand on amène les assistants de langue, on pouvait prendre quelqu'un qui parle, par exemple, anglais, le mettre dans une salle de classe pour être assistant d'un enseignant. Mais l'objectif d'amener un Britannique ou un Américain, c'est justement qu'il apporte ce contexte culturel de son pays. C'est un ambassadeur de son pays, de sa culture, pour montrer une autre vision. Ça, je pense que c'est très important. Et je pense que j'ai même demandé à Madame Faure, si je ne me trompe pas, son mail, parce que je pense que ça c'est très intéressant qu'on puisse voir de quelle façon l'Académie de Guyane, qu'on puisse mettre en contact avec vous, parce que en fait cette multiculturalité, c'est notre quotidien, vous voyez. Donc un projet comme ça, c'est très important pour nous, qu'on puisse voir de quelle façon nous pouvons faire des échanges par rapport au projet. Voilà. Et je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup, Attila. Alors, j'ai une question sur le chat de formateur 6. Laissez-moi repérer qui va se déclarer d'ailleurs, si elle est encore en ligne. Je sais que c'est une dame qui demande: le certificat européen est-il déposé? Il est à destination des professionnels du secteur. Il faut suivre les différents modules de formation. Ce sont des questions à chaque fois. Hein. Faut-il suivre les différents modules de formation? Vous voulez que je répète? Est-ce que formateur 6 est là? Le certificat, ça fait partie des perspectives c'est une des idées qu'on essaie de porter une fois qu'on a consolidé cette partie-là du projet, qu'on a maintenant un référentiel de formation avec une scénarisation d'une formation maîtrisée avec des outils. On espère, parce que l'aventure ne va pas s'arrêter là, on a beaucoup de demandes sur les terrains professionnels, parce que l'idée aussi, c'est d'élargir la formation vers les professionnels de terrain, aussi vers peut-être beaucoup plus de situations qui touchera l'inclusion sociale de façon générale et non pas spécifiquement sur des questions de migration ou autres, tout en gardant l'aspect de l'interculturalité au centre, parce que c'est ça qui fait quand même la force du projet. Donc, en ce sens, on espère que la deuxième phase du projet ELIS pourra peut-être proposer la création d'un certificat de reconnaissance des compétences interculturelles. Ça faisait partie des idées en filigrane du projet en tant que tel, mais le temps n'a pas permis d'aller jusqu'au bout, en tout cas, de cette idée. Et on porte cette ambition pour le deuxième volet du projet ELIS. Et on espère y arriver.
d'autant plus que l'Europe est totalement ouverte à ce genre de propositions, avec surtout la carte européenne pour les étudiants qui partent en stage un peu partout en Europe et qui voudraient reconnaître un semestre de cours par-ci, par-là et obtenir les crédits qui s'y accompagnent. Donc, ça pourrait prendre cette forme-là de formation avec des crédits européens identifiés sur cette compétence interculturelle, crédits qu'on pourrait décrocher n'importe où pendant le stage professionnel et puis arriver à valoriser cette démarche d'acquisition de compétences interculturelles par un certificat reconnu sur l'ensemble du territoire européen. Et pourquoi pas après sur des sphères beaucoup plus générales. D'accord, merci. Ça veut dire du coup, dans ce que vous imaginez, uniquement à destination des étudiants en mobilité, mais peut-être après à destination des professionnels du secteur. Exactement, exactement. D'accord, merci, merci. Alors, j'ai un commentaire de Samuel, je vous le fais partager si tout le monde ne regarde pas le chat, qui dit pour un travail d'interculturalité à une autre échelle, entre les secteurs santé, sociale, éducation nationale, justice, etc. en Auvergne, voir, et vous avez un lien www.rencontre-partenariale-fluidité-parcours.fr. Merci Samuel pour le partage. Vanessa. Bonjour, moi je m'appelle Vanessa, je suis formatrice infirmière, mais à l'école santé sociale du Sud-Est, donc voilà. Et je suis responsable des stages à l'international sur la filière santé. Et je voulais juste faire partager qu'on a un partenariat avec la Belgique, avec Bruges, enfin bon. Et donc eux, on a travaillé avec eux sur une unité d'enseignement et avec un échange belge-français, enfin wallon, hein, parce qu'ils parlent à Bruges, ils ne parlent pas français, donc tout est en anglais. Et eux, ils valident à ce moment-là la compétence interculturelle quand ils travaillent avec nous. Voilà, c'était juste pour… Et donc, dans les formations en école d'infirmière en Belgique, la compétence interculturelle existe, qu'elle n'existe pas chez nous. Voilà. D'accord, c'est intéressant. C'est intéressant, ça fait partie peut-être des défis au niveau de l'école. Pourquoi pas demander à ce que cette équivalence de compétences soit peut-être créée et que permettant un échange d'étudiants et que vos étudiants puissent aller acquérir cette compétence en Belgique ou même sur un autre territoire où ils vont en tout cas se confronter à cette dimension de l'échange, de l'interculturalité, etc. Ouais, la Belgique, ils sont 2 pays, 2 langues, donc je pense que c'est peut-être pour ça. Mais c'est assez rigolo parce que c'est vraiment une compétence infirmière. Nous, on en a 10 en France, eux, ils en ont 11. Il y a la compétence interculturelle. Voilà. Parce que j'ai eu la dernière fois un échange avec une professionnelle justement de santé qui me disait, mais ce que vous dites là, j'ai envie vraiment de le mettre en place dans ma structure parce que les techniques du corps, c'est culturellement chargé. Comment toucher le corps de l'individu, même si c'est un geste médical, la dimension quand même humaine qui est derrière selon que la personne, son origine tout simplement culturelle ou même cultuelle, peut amener à des interprétations de cet acte médical qui est totalement rendu objectif, en tout cas dans la formation, mais qui peut aussi relever de la subjectivité dans la relation avec le patient. Et donc, c'est très, très intéressant et justement, nous, à l'hôpital des Thiers, j'avais une assistante de service social qui aussi, elle a dû faire une médiation entre ses collègues infirmiers, infirmières et une famille, par exemple, gitane, où la personne qui était internée, chaque matin recevait 10 personnes, 15 personnes dans sa chambre. Et du coup, l'infirmier avait du mal à faire son geste professionnel, se sentait épié, envahi, etc. Et donc, sa médiation se constituait à expliquer tout simplement que c'est culturel que lorsque quelqu'un est malade dans cette communauté ou que ce soit des situations de malheur ou même en temps de bonheur, il y a toute la communauté qui témoigne de sa solidarité. Et ça,
c'est très important. Leur enlever cela, quelquefois, ça peut amener à des dérèglements. Mais cette médiation a permis justement que l'équipe infirmière revoie un petit peu voilà, sa pratique et intègre un petit peu le fait qu'ils recevront 10-15 personnes dans la chambre, mais n'empêchera pas qu'ils vont faire quand même le travail tout en souriant, etc. Donc non, mais c'est très intéressant. Je suis convaincu, je pense que cette compétence est davantage recherchée, même si ce n'est pas posé politiquement au niveau de l'Europe encore ou imposé en tant que tel, mais je pense que ce n'est pas le terme qui convient, mais c'est d'accompagner vraiment les structures vers sa reconnaissance et puis sa valorisation dans les parcours de formation. Nous, on l'aborde en soins palliatifs, en éthique, on l'aborde beaucoup. Parce qu'effectivement, c'est des périodes, enfin, les soins palliatifs où la culture a son importance. Mais c'est un début, c'est pas Merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Alors, j'ai pour l'instant rien d'autre sur le chat. Est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre la parole? On a encore un petit temps qui peut être dédié. Bon, voilà, je pense que les uns et les autres, on est un peu... on est arrivé peut-être à bout de nos réflexions, de nos idées. En tout cas, Yazid avait prévu de parler, mais bon, finalement, il ne va pas parler. C'est une façon de te demander de parler. J'avais Cécilia Brassier qui était dans l'auditoire, mais qui est partie dès la fin de la présentation. Je voulais quand même parler de son projet qu'elle mène et qui est un projet de recherche assez intéressant sur les migrants, c'est-à-dire l'intégration du migrant par les compétences. Donc, c'est une approche par compétences du migrant vers une intégration sur les professions pouvant être faites par ce dernier via une formation rapide ou une mise à niveau très rapide et par une reconnaissance de son parcours et de ses compétences intrinsèques, quoi. Donc, c'est dommage qu'elle est partie, elle n'a pas pu, j'allais lui tendre la perche pour ça, mais je pense que d'autres occasions se présenteront. C'est une universitaire de l'Université de Clermont, donc qui peut être disponible à échanger là-dessus, sur son projet. Yazid, le mot de la fin pour toi? Avec le micro, c'est mieux, Yazid. Voilà. Avec le micro, ouais, bon, si tu veux, je vais donner le mot de la fin. Je trouve qu'on avait une belle vidéo qu'il faudra peut-être que tu montres au prochain séminaire. Une étudiante belge là, qui s'exprime sur la question qui avait été proposée par, je ne sais plus comment il s'appelle là, c'est pas Mathias, sur l'intersubjectivité. Oui. Et cette capacité de l'étudiante à avoir comme ça intériorisé le fait qu'elle est en train d'évoluer dans un contexte différent du sien, mais en ayant vraiment intériorisé deux pôles dans son entité, celui de sa culture d'origine et celui de la culture d'accueil, qui lui démontre qu'elle est vraiment à sa place et qu'elle a vraiment pris le pli. Ça, je vais te l'envoyer, peut-être que ça sera utile. Mais je trouve que c'est important aussi de dire peut-être à nos amis là, qui ont assisté à la conférence, c'est que cette compétence interculturelle, c'est vraiment une compétence maintenant qu'on ne peut plus perdre de vue parce qu'elle s'exprime sur tous les terrains d'action de l'éducation, du social ou même de la formation, puisque je pense à l'enseignement. Tellement notre société devient de plus en plus interculturelle. Bon, nous, on parle souvent de Bruxelles puisqu'on a plus ou moins 160 nationalités et 80 langues parlées, plus ou moins. Hein, c'est énorme. Et donc, nos étudiants aussi, je pense c'est pareil chez vous et ailleurs, dans un stage de travailleur social ou d'éducateur, systématiquement, ils vont rencontrer des publics qui sont très différents, mais qui en même temps sont dans une perspective de la rencontre et du progrès. Et donc, c'est vraiment important si on est dans une démarche centrée sur le sujet, puisque c'est surtout à ça qu'on les forme au niveau des études dans le champ du social. Dans cette approche centrée sur le sujet, je crois que c'est important vraiment de considérer cette dimension qui fait partie de l'identité des sujets qu'on accompagne, quoi. Et donc, il faut qu'on fasse ça avec nos étudiants. Parfait. Voilà. Et je suis assez content de la dame qui a dit, là, tiens, c'est vrai qu'en Belgique, ils sont attentifs à cette dimension interculturelle parce que dans le soin, on accueille beaucoup de personnes de nature différente, de nature diverses, voilà, pas différentes, diverses. Et ça, c'est vraiment important.
Merci beaucoup Yazid, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre disponibilité. Et voilà, bon vent. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des questions qui vous viennent, si vous avez encore des propositions, des suggestions à faire sur le projet. Donc, nous serons heureux de vous répondre. Merci beaucoup à tous et puis je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci.